on le connaît évidemment, toute l'Europe, le monde entier connaît Casanova, le film de Fellini, magnifique par ailleurs. Mais comme écrivain, on ne le connaît pas du tout. Absolument pas, il n'est pas répertorié dans les écrivains importants européens. Donc comme disait Patrick, il est à peu près contemporain de Goldoni, il est né en 1725, il est mort en 1798, à 73 ans. Il écrit ses mémoires, qui sont des mémoires de jouissance, de jouisseur, entre 69 et 73 ans, à Dux, en Tchécoslovaquie, il est bibliothécaire dans un château, où il vit de l'aumône d'un aristocrate. Et il écrit ses mémoires en français. Il y a 3 tomes comme ça dans le bouquin. Il écrit ça en français. Comme Goldoni a écrit aussi en français. Ils écrivaient en français. Et vous verrez, c'est un français du 18e qui se tient extrêmement. Enfin, si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas remarqué. Quelques italianismes près. Et il y a une première histoire, c'est l'histoire éditoriale de ce texte qui disparaît, qui meurt à Dux. Et puis, bon, ça fait partie de la Prusse, Dux à ce moment-là. Le texte se retrouve en Allemagne, et il est traduit par un je ne sais pas qui, j'ai oublié. S'il y a un érudit ici, il a le droit d'intervenir. Il est traduit en allemand. Il est peu lu en allemand et en Allemagne. Et puis après, il est traduit par un instituteur républicain, ce qui est drôle parce que Casanova a rêvé toute sa vie d'être un aristocrate. Il est traduit par un instituteur républicain français en français. Et jusqu'il y a 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à cette édition de bouquin, il y a eu une petite édition avant de luxe, nous n'avions des mémoires de Casanova écrites en français que la traduction de l'allemand par un instituteur républicain, qui évidemment a nettoyé selon l'idéologie de l'époque, ceci dit sans critique, l'œuvre, puis a adapté, comme une traduction le fait. Et évidemment, l'édition allemande aussi a été adaptée, j'ai lu des comparaisons, par moments c'est des grosses adaptations. Donc en fait c'est un texte assez frais, au point de vue éditorial, c'est un texte qui a 15 ans. On croit, Casanova, on le confond avec Don Juan. Il s'envoie des femmes, il s'envoie des femmes, il s'envoie des femmes. C'est le contraire de Don Juan. C'est un libertin. On le confond avec Sade. C'est le contraire de Sade. C'est le contraire d'un prédateur. Casanova, c'est un amoureux. Il tombe amoureux passionnément pour la vie les 2 mois. Mais à chaque fois, il y croit. C'est vraiment pour la vie, vraiment. Et il fait tout ce qu'il peut pour que ce soit pour la vie. Mais il sait, avant les engagements définitifs, il sait quelque chose en lui, peu à peu ça se concrétise dans le texte, il sait qu'il ne tiendra pas la fidélité à la femme. Donc il ne se marie pas. À cette époque, une femme qui a eu un rapport avec un homme qui n'est pas marié, elle est morte socialement. Ce que fait Casanova, contrairement à Don Juan, évidemment à l'opposé de Sade, c'est que Casanova s'emploie par tous les moyens à caser socialement les femmes qu'il a séduites et qu'il abandonne. Il les marie, il a des amis, il leur trouve des occupations, il leur trouve des maîtres quand ce sont des servantes, des maris quand ce sont des aristocrates, etc. etc. Pas du tout une machine à sexe, pas du tout. Il ne peut avoir de rapport sensuel que lorsqu'il est amoureux. Donc c'est déjà une chose qu'on ignore totalement. Fellini fait l'inverse de ça. Il a tort, on s'en fout, il a fait un grand film, mais il a tort. Puis il y a d'autres choses qu'on ignore aussi sur Casanova, c'est qu'il est fils d'acteur, il est fils d'actrice, il est violoniste, il voyage toute sa vie, il va à Corfou, il va à Constantinople, où un cheikh quelconque lui propose sa fille, s'il se fait musulman, il hésite, il revient, il va en Espagne, il va en France. En France, il fonde la loterie nationale. Évidemment, ça ne s'appelait pas la loterie nationale, je ne sais plus comment, la loterie royale ou un nom comme ça. Et c'est lui qui l'invente. Il est très fort en chiffres. Il trompe des aristocrates parce qu'il vit évidemment au-dessus de sa fortune. Il est fils d'acteur. Il n'est rien. Et tout, socialement, c'est rien. Et il veut vivre de plaisir. Donc il triche tout le temps. C'est un grand joueur. Il joue sans arrêt. Il ne le dit pas. C'est un des mensonges. Les Casanoviens ont fait des études profondes. Il ne dit jamais qu'il triche. On sait qu'il trichait et ça transparaît tout le temps.
Voilà, donc c'est un destin très aventureux. Il se mélange à toutes les classes. Il est autant à l'aise avec les plus pauvres, les plus modestes. Il rencontre Voltaire, il rencontre Philippe de Prusse, et plein d'autres, pas une mémoire très élaborée, moi. Mais plein de gens extrêmement connus. Il est aussi à l'aise avec eux. Il reste 2 jours chez Voltaire. Il est aussi à l'aise avec eux qu'avec les prostituées et les acteurs, ce qui parfois à cette époque se confond. Voilà, mais enfin la grande affaire de sa vie, malgré tout, après avoir voulu peupler l'Extrémadour, par exemple, en Espagne, il est chargé de peupler l'Extrémadour en Espagne, c'est un rêve politique. La grande affaire de sa vie, c'est quand même, comment il dit ça dans sa préface? Une chose très jolie dans la préface. Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. Je n'en ai jamais eu de plus importante. Me sentant né pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé. Et je m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. J'ai aussi aimé la bonne table avec transport et passionnément tous les objets faits pour exciter la curiosité. C'est un curieux. Alors, ce qui est marrant dans Casanova, c'est comment les choses s'imbriquent. J'ai essayé de faire un petit montage d'une des multiples imbrications de Casanova, amoureuse, je veux dire. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça commence chez une certaine CC, c'est les initiales, une jeune fille dont il est tombé passionnément amoureux et qu'il veut épouser. Elle est très jeune, je sais quel âge elle a, 15, 16, 17, lui là, j'ai noté, il a 28 ans. Ils ont peur que les parents la refusent au mariage. Ils lui demandent, est-ce que tu es sûr de vouloir te marier avec moi? Je suis sûr, lui répond-elle. Je suis sûr, mon cher ami, que je pourrais être ta femme. Je brûlais. Je ne pouvais plus résister à la force que la nature me faisait. Ma chère amie, lui dis-je, la tenant serrée entre mes bras, es-tu sûre que je t'aime? Me crois-tu capable de te manquer? Es-tu certaine de ne jamais te repentir de m'avoir épousée? J'en suis plus que certaine, mon cœur. Jamais je ne te croirais capable de faire mon malheur. Marions-nous donc dans ce même moment devant Dieu, en sa présence. Nous ne pouvons pas avoir un plus loyal, un plus respectable témoin que notre Créateur qui connaît nos consciences et la pureté de nos intentions. Nous n'avons pas besoin d'écriture. Donnons-nous réciproquement notre foi, unissons nos destinées dans ce moment et rendons-nous heureux. Nous passerons au cérémonial de l'Église lorsque le tout pourra se faire publiquement. Viens actuellement entre mes bras. Nous allons rendre notre mariage complet au lit. D'abord, est-il possible que je touche de si près à mon bonheur? Cessez s'était jeté sur le lit tout habillé. Mais je lui ai dit, en riant, que l'amour est l'hymen. Elle est tout nue. Tout nue? Et toi aussi? Naturellement, laisse-moi faire. En moins d'1 minute, je l'ai mise devant mes yeux avides et avares, sans que nul voile ne pût me dérober le moindre de ses charmes. Extasié par une admiration qui m'excédait, je dévorais par des baisers de feu tout ce que je voyais courant d'un endroit à l'autre et ne pouvant m'arrêter nulle part, possédé comme j'étais par la cupidité d'être partout, me plaignant que ma bouche devait aller moins rapidement que mes yeux. Ta beauté, lui dis-je, est divine, elle ne me laisse pas croire dans ce moment d'être mortelle. Cessée, blanche comme l'albâtre, avait des cheveux noirs, et sa puberté ne paraissait que par le poil follet, divisé en petites boucles, qui formaient une frise transparente par-dessus la petite entrée du temple de l'amour. Grande et mince de taille, elle était honteuse de me laisser voir ses hanches, que l'emboîtement des cuisses relevait à merveille et dont elle croyait la proportion vicieuse. Tandis que moins grosses et moins relevées, elles auraient été moins belles. Son ventre paraissait à peine, et ses seins ne laissaient rien à désirer, ni aux yeux, ni aux mains. Ses grands yeux noirs, sous des sourcils ennemis de la colère, témoignaient la joie de son âme ravie de voir dans mon admiration l'effet du prestige de la beauté.